Bonjour à tous, je m'appelle Vincent Battaglia et voici déjà ma deuxième vidéo à propos de la nutrition. Dans celle-ci, si vous me permettez l'expression, on va casser du sucre sur le dos du sucre. C'est parti! Dans la vidéo précédente, nous avons vu que le sucre était finalement un des responsables principaux, si pas le responsable principal des maladies cardiaques. Un problème que le nutritionniste Ansel Keys avait attribué à tort aux graisses saturées. En effet, il est maintenant plutôt établi que le sucre augmente le taux de mauvais cholestérol, LDL, et en particulier les petites particules denses de LDL, celles qui ont tendance à s'oxyder et à former l'athérosclérose, menant aux infarctus et aux AVC. Malheureusement, le sucre est responsable de plein d'autres problèmes, et c'est ce que je vais essayer d'expliquer dans cette vidéo que j'ai intitulée « Pourquoi le sucre c'est mal ». Mais avant de rentrer dans les détails de pourquoi le sucre c'est mal, essayons déjà de savoir à quoi nous avons affaire. C'est quoi le sucre ? Tout d'abord, il faut savoir que quand je parle de sucre, je parle de glucides au sens large, un des 3 macronutriments avec les graisses et les protéines. Même si ce n'est pas scientifiquement correct à 100%, j'utilise les termes sucre et glucides de façon interchangeable dans cette vidéo. Les glucides ont un temps été appelés hydrates de carbone, mais ce terme est devenu obsolète en français, même s'il reste d'usage dans la langue de Shakespeare où glucides se traduit par carbohydrates. Le glucide le plus courant est le glucose, composé de 6 atomes de carbone, 12 atomes d'hydrogène et 6 atomes d'oxygène. Le glucose est un glucide simple de type monosaccharide. Les autres monosaccharides les plus courants sont le fructose et le galactose. Un autre type de glucides simples sont les disaccharides. Ceux-ci sont simplement une combinaison de 2 molécules monosaccharides. Par exemple, le sucrose, qu'on nomme aussi saccharose et qui est le sucre issu de la betterave et de la canne à sucre, est un disaccharide composé d'une molécule de glucose et d'une molécule de fructose. Un autre exemple de disaccharide est le lactose, composé d'une molécule de glucose et une molécule de galactose, ou encore le maltose, qui est composé de 2 molécules de glucose. Outre les glucides simples, existent aussi les glucides complexes, qui sont eux composés d'une centaine de molécules de glucose. On les appelle les polysaccharides, et parmi eux on compte l'amidon ou encore les fibres. Les aliments riches en amidon peuvent provenir d'une part de plantes non transformées, comme les graines, les tubercules ou les racines, mais également dans des sous-produits de l'industrie alimentaire, comme la farine, la fécule de maïs ou les pâtes. C'est ce groupe d'aliments qu'on appelle les féculents. En résumé, nous avons donc d'un côté les glucides simples, qu'on peut diviser en 2 catégories, les monosaccharides et les disaccharides, et de l'autre, les glucides complexes, les polysaccharides. Intéressons-nous maintenant à ce qu'il se passe dans notre corps lorsque nous ingérons des aliments riches en glucides. Par exemple, imaginons qu'il soit 8 heures du matin et qu'en guise de petit déjeuner, nous nous préparions une bonne vieille tartine au Nutella accompagnée d'un verre de lait. Après avoir été mâchée et avalée, toute cette nourriture passe par le système digestif qui casse les glucides, comme l'amidon qui se trouve dans le pain, le sucrose qui se trouve dans le Nutella et le lactose qui se trouve dans le lait, en plus petites unités comme le glucose, le fructose ou encore le galactose dans le cas qui nous occupe. Ces plus petites unités sont ensuite absorbées dans le sang. Après environ 30 minutes, un pic de glycémie est observé, c'est-à-dire un pic dans le taux de sucre dans le sang. Pour contrer ce pic, de l'insuline est sécrétée par le pancréas dans une zone appelée les îlots de Langerhans. Le rôle de l'insuline est de ramener la glycémie à son niveau normal après l'ingestion d'aliments riches en glucides. Idéalement, l'insuline stocke l'excès de glucose présent dans le sang sous forme de glycogène, dans les muscles et dans le foie. Ce glycogène, c'est un peu notre carburant. Quand nous faisons des efforts, nous brûlons ce glycogène et quand nous n'en avons plus, nous ne pouvons simplement plus avancer. Quand l'insuline essaye de stocker cet excès de glucose en glycogène mais que la réserve est déjà remplie à ras-bord, par exemple car nous avons mangé beaucoup de glucides mais réalisé relativement peu d'efforts, l'organisme va transformer cet excès en acide gras et le stocker dans les adipocytes, des cellules spécialisées dans le stockage des graisses. Et vous l'aurez compris, c'est ça qui nous fait grossir. Et c'est donc un nouveau chef d'accusation à charge du sucre, ou du moins d'une consommation excessive de sucre. En plus de provoquer les maladies cardiaques, il provoquerait également l'obésité. Ce n'est malheureusement pas tout. Mais avant d'enfoncer encore un peu plus le sucre, revenons un instant sur ce concept de glucides simples et de glucides complexes. Comme vous l'avez remarqué, je n'ai pas utilisé la terminologie glucides rapides et glucides lents pour les qualifier.
En effet, même si elle est encore d'usage de nos jours, cette notion de glucides à deux vitesses a été prouvée fausse par le professeur David Jenkins en 1981. Oui, il y a plus de 40 ans. Pendant longtemps, on a cru que les glucides complexes, de par leur complexité, mettaient plus longtemps à être cassés en plus petites unités par notre système digestif. Et c'est pour ça qu'on les qualifiait de lents. La réalité, c'est que le pic de glycémie a toujours lieu environ 30 minutes après l'ingestion du glucide, quelle que soit sa complexité. En plus de démontrer cela, Jenkins a également prouvé que certains aliments riches en glucides complexes provoquaient un pic de glycémie plus élevé que certains aliments riches en glucides simples. Par exemple, la banane qui contient une grande quantité de sucrose, un glucide simple, provoque un pic de glycémie inférieur à celui du pain blanc qui contient 85% d'amidon, un glucide complexe. Pour refléter le fait que tous les aliments provoquent un pic de glycémie plus ou moins important en fonction de leur composition, Jenkins a introduit la notion d'index glycémique. L'index glycémique d'un aliment est calculé en mesurant l'effet sur la glycémie de 50 g de glucides contenus dans cet aliment par rapport à l'ingestion de 50 g de glucose pur qui sert de référence avec un index glycémique de 100. Plus l'index glycémique d'un aliment est élevé, plus l'action sur la glycémie de cet aliment se rapproche de celle du glucose. Par exemple, l'avocat a un index glycémique de 10, la fraise de 25, la tomate de 30, l'ananas de 45, la banane de 60, le Coca-Cola de 80 et le pain blanc de 85. Au plus l'index glycémique est élevé, au plus le pancréas devra produire d'insuline pour faire revenir les choses à la normale, et au plus vous stockerez de glycogène dans vos muscles, ou de graisse dans vos cellules si les réservoirs de glycogène sont déjà au max. Cette notion d'index glycémique est très utile et peut avoir plusieurs applications. Par exemple, si vous passez une journée relativement peu active en face de votre écran d'ordinateur, vous éviterez de manger des aliments avec un index glycémique élevé car ils pourraient mener à une prise de poids. Au contraire, si vous êtes un cycliste au plein milieu d'un effort de 200 km, vous veillerez à consommer des aliments à haut index glycémique afin de garder le niveau de glycogène dans les muscles le plus haut possible. Passons désormais au chef d'accusation suivant. Comme nous l'avons vu, la consommation de glucides entraîne un pic de glycémie suivi par la sécrétion d'insuline par le pancréas pour remettre les choses à niveau. Ce processus a toutefois ses limites. Quand la consommation d'aliments riches en glucides devient constante et répétée tout au long de la journée, cela entraîne une sécrétion inappropriée d'insuline par l'organisme. Paradoxalement, une hypoglycémie dite réactive s'ensuit car l'organisme a consommé trop de glucides qui ont été assimilés trop rapidement. Cette hypoglycémie réactive explique la fatigue ressentie après un repas riche en glucides ou la sensation de faim qui survient très fréquemment durant la journée quand on consomme quotidiennement une grande quantité de glucides. Dans ce cas extrême, la glycémie agit comme des montagnes russes, passant de niveaux extrêmement élevés, l'hyperglycémie, à des niveaux extrêmement bas, l'hypoglycémie, très rapidement et très souvent. L'hypoglycémie réactive vous donne envie de manger un encas, ce qui provoque une hyperglycémie, ce qui provoque une autre hypoglycémie réactive, ce qui vous donne envie de manger un encas, etc., etc. C'est un cercle vicieux. Mais ce n'est pas tout. À force de sécréter de l'insuline en permanence durant de nombreuses années, le pancréas commence à se fatiguer et les cellules y sont de moins en moins sensibles. C'est ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. Le pancréas doit sécréter davantage d'insuline pour obtenir les mêmes résultats, ce qui rend les cellules encore plus résistantes. C'est un autre cercle vicieux. Et lorsque l'hyperglycémie est chroniquement présente en raison d'un pancréas déficient et ou d'une trop grande résistance à l'insuline, on parle de diabète de type 2. Voilà donc en plus de causer certaines maladies cardiaques et l'obésité, une consommation excessive de sucre serait également la cause du diabète de type 2. Ce n'est pas une grande surprise, je pense que vous le saviez déjà tous, mais maintenant vous savez pourquoi. Et comme 3 malheurs n'étaient pas encore suffisants, il semblerait que l'excès de sucre soit également lié à l'inflammation chronique, ce qui pourrait potentiellement mener à la démence, comme la maladie d'Alzheimer, aux maladies auto-immunes, voire au cancer. En 2016, certains scientifiques ont même émis l'idée que la maladie d'Alzheimer pourrait en réalité être le diabète de type 3. Quand on voit tout cela, on comprend pourquoi John Yudkin avait proposé de bannir le sucre sur le champ. Toutefois, je n'irai pas aussi loin que lui. À la vue de cette vidéo, vous vous dites certainement que vous devriez arrêter d'émettement de manger du sucre car c'est le pire des poisons. Cependant, n'oubliez pas que le sucre a une utilité. Il donne de l'énergie à nos muscles sous la forme de glycogène.
Même si en théorie nous n'avons pas besoin de glucides dans notre alimentation car notre corps peut le produire grâce à notre stock de graisse, via un processus appelé néoglucogenèse, il ne faut pas forcément s'en priver totalement. C'est la consommation en excès de glucides qui est le souci, pas les glucides en tant que tels. Je conseillerais d'en manger en proportionnalité avec l'activité physique que vous réalisez. Si vous êtes une personne sédentaire, vous ne devriez quasiment pas en consommer. Au contraire, si vous êtes un athlète, vous pouvez y aller un peu plus gaiement. Toutefois, veillez toujours à prendre vos glucides via de la nourriture naturelle et non pas de la nourriture industrielle. Le sucre étant présent de manière plus limitée dans les produits naturels, cela réduira automatiquement votre consommation sans devoir trop y réfléchir. De plus, le sucre dans l'alimentation naturelle est souvent accompagné de fibres, ce qui ralentit son absorption dans le sang, mais j'aborderai le sujet des fibres plus en profondeur une autre fois. La conclusion de cette vidéo est donc un peu la même que celle sur les graisses saturées. Pour éviter l'excès de sucre, mangez de la vraie nourriture. Restez le plus loin possible de tout ce qui est produit dans une usine. Rapprochez-vous le plus possible de la façon de manger qui était la norme avant l'industrialisation de la nourriture. C'est désormais la fin de cette vidéo. À nouveau, merci d'être resté jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour être alerté lorsque la prochaine vidéo sortira. Il y en aura beaucoup d'autres car il y a beaucoup de choses à dire. En attendant, portez-vous bien et à bientôt!